peut pas aider une personne qui ne demande pas d'aide. Ouais, le coaching, c'est vraiment ça. Adulte à adulte. Alors, accompagnement social, c'est à mettre en parallèle avec un accompagnement médicalisé. Donc, nous, notre travail, il n'est pas du tout mandaté par un médecin. Il n'est pas du tout payé par l'assurance maladie. Tout passe par la caisse de compensation. Et c'est vraiment le bénéficiaire avec son curateur qui décide quand ça commence, quand ça s'arrête, dans quel registre il veut qu'on intervienne. Et ambulatoire, c'est parce que c'est à opposer avec un accompagnement résidentiel. Donc des gens qui vivent en foyer, c'est eux qui viennent chez nous dans le foyer. Et là, ambulatoire, c'est nous qui allons chez eux. Si on compare avec un éduc de foyer, en principe, l'éduc de foyer il est responsable de toute la vie de la personne. Il gère tous les aspects qui sont tous entremêlés. Nous pas. Ça veut dire qu'on doit faire l'effort de ne pas intervenir si la personne ne demande pas d'aide dans ce registre, dans tel ou tel registre. Dans la mesure où on fixe 3 ou 4 registres dans lesquels on travaille, ben ça veut dire aussi que tous les autres registres, on n'y touche pas. Ok, donc c'est vraiment la personne qui doit décider un peu de l'accompagnement que vous avez qu'elle veut. Ouais, exactement. Ok. Et après, c'est toute une stratégie pour que la personne réussisse à mettre le doigt sur ses réels besoins et puis décide en tant qu'adulte de recevoir un soutien d'un autre adulte parce qu'il manque de compétences dans tel ou tel domaine, sans être infantilisé. C'est tout un art, surtout quand on accompagne des jeunes qui étaient anciennement au foyer, puis qu'on connaît, moi que je connais depuis 25 ans. Quoi. Donc c'est tout un art d'installer la relation juste, d'adulte à adulte, c'est intéressant. D'une personne à l'autre aussi, c'est différent. Ouais, c'est sûr, ouais. Oui, très. Parce que les gens n'ont pas tous les mêmes capacités relationnelles et puis ils n'ont pas tous les mêmes handicaps. Ça change vraiment. Il y a des gens qui ont très très peu confiance en eux et puis qui doutent de tout, puis qui demanderaient beaucoup trop de soutien dans trop de registres par rapport à leur réel manque. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, ne veulent pas qu'on touche à leur vie, ne veulent pas qu'on aille chez eux, pas de remarques, juste les écouter. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas non plus la stigmatisation de je suis handicapé, je vais dans un foyer. Ce sont des gens qui sont a priori normaux par rapport à la société. Il n'y a pas de hiérarchie. Et s'ils veulent pas, ils veulent pas. D'ailleurs, certains jouent avec ça. Des fois, on a l'impression qu'ils refusent ou au bout de 10 minutes, ils disent « bon, aujourd'hui, j'en ai assez », juste pour s'assurer que c'est vraiment toujours eux qui tiennent les rênes. J'ai un exemple en tête d'un jeune homme qui, pendant les 2 premières années de son contrat ASA, ne voulait pas qu'on aille chez lui, ou plus. Au début, on y allait, juste assez pour se rendre compte qu'il n'arrivait pas à entretenir son appartement, puis ensuite, il n'a plus voulu. Puis ensuite, il y a un événement de sa vie qui a fait qu'il a vraiment été mis en face de la dégradation de son appartement, et à ce moment-là, il a accepté du soutien. Mais là, ce qu'on a fait, c'est que je ne lui ai pas dit ce qu'il devait faire. On est allés ensemble, on a pris une feuille de papier, puis on a fait tout le tour de l'appartement, et je lui ai dit, maintenant tu vas observer ton appartement et on note sur ce papier tout ce qui doit être amélioré. Et c'est lui qui a fait la liste. Et c'est comme un programme qu'on s'est fait. Je vais chez lui, on prend la liste, puis on dit, ok, de quel point est-ce qu'on s'occupe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça change tout. C'est complètement une autre manière de faire. Et puis c'est comme ça que ça doit. Alors ça prend beaucoup plus de temps. Il a fallu laisser l'appartement un peu se dégrader. Il a fallu qu'il se confronte à une pièce pleine de cornets avec des bouteilles en verre, en PET, des journaux. Il a fallu remplir 3 fois ma voiture pour aller à la déchetterie. Enfin, il a fallu des étapes comme ça pour que ce soit vraiment lui qui soit devant. Alors maintenant, on verra si ça dure, puis on verra si ça fonctionne vraiment. Mais en tout cas, les choses sont placées dans le bon ordre. C'est comme ça que ça doit. Partant du principe qu'on ne peut pas aider une personne qui ne demande pas d'aide. C'est aussi une forme de coaching finalement. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Ok. Ouais, le coaching, c'est vraiment ça. Adulte à adulte. Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avec une forme de coaching comme avec Apartasa,
c'est peut-être le type d'accompagnement vers lequel on est en train de se tourner, vu qu'on est beaucoup dans l'autodétermination et que finalement les gens décident beaucoup pour eux-mêmes et qu'ils ont aussi envie de rester de plus en plus à la maison. Est-ce que tu penses qu'en termes d'accompagnement, on est en train de se tourner vers ça? Je pense, ouais. Bon, il ne faut pas non plus se piéger. Ça veut dire qu'il y aura probablement toujours des personnes d'âge adulte, mais avec un fonctionnement enfantin, à cause de leur immaturité affective, à cause de leur handicap intellectuel ou à cause de tout en même temps. Et ça va continuer d'exister. Puis pour ces gens-là, il y aura quand même toujours besoin d'un accompagnement du type hôtelier complet, avec quelqu'un qui fait à manger avec eux ou qui leur fait à manger, avec quelqu'un qui leur fait leur linge. Ça existera toujours. Par contre, si je compare à la population actuelle qui habite dans le foyer, il y en a une bonne partie qui pourrait très bien vivre en appartement, dans leur propre appartement, avec un soutien à domicile, c'est sûr. Donc vous avez tous des personnes attitrées, ou est-ce que vous allez chacun un peu chez tout le monde? Alors nous, ce qu'on essaye de défendre, c'est qu'on soit tous référents de tous. Okay. C'est-à-dire que quand un mandat commence, on essaye les trois d'entrer en relation avec la personne, de manière à ce qu'on soit interchangeable. Mais l'idée, c'est que, d'une part, que l'attachement ne soit pas trop fort entre la personne et l'intervenant, de manière à ce que quand il y a un départ, le bénéficiaire ne soit pas complètement détruit. Ça, c'est une première chose. Et puis d'autre part, nous, ça nous permet d'avoir des regards croisés sur la situation. Et moi, combien de fois je suis ravie que mon collègue infirmier en psychiatrie aille voir telle ou telle personne, parce que moi, je ne comprends rien comment elle fonctionne. Et puis que j'ai besoin de son regard à lui. Et puis ensuite, on n'a pas tout le temps, nous, la même énergie. Et puis il y a des personnes qui pompent vraiment beaucoup d'énergie. Donc c'est bien de pouvoir se la passer, comme un couple porte pas toujours les sanctions pour leur gamin. Une fois c'est le père, une fois c'est la mère. Enfin, voilà, on fonctionne pas mal aussi, on est une femme et deux hommes, c'est vachement important dans certaines situations, que ce soit un homme qui y soit, puis dans d'autres situations c'est plutôt une femme. Pourquoi ? Parce que, notamment les femmes adultes, il y a toutes sortes de feelings qui passent entre femmes et pas avec des mecs. Il y a une pudeur à parler de sexualité, de règles, de bouffées de chaleur. Il y a une pudeur bien ancrée dans notre société qui empêche certaines femmes à en parler aux hommes. Et puis, ouais, c'est pas pareil, quoi. Et idem, pour certains des mecs qu'on suit, ils sont plus à l'aise à discuter avec les hommes. Il y a des fragilités qui ne peuvent pas jouer devant moi. Ils arrivent à installer des relations horizontales, un garçon, un homme avec un homme, alors qu'avec moi, certains se montrent plus protecteurs et d'autres plus enfantins. Enfin, voilà, quoi. Le genre a une influence sur la relation.